Je voulais travailler sur Cléopâtre et Hélène, qui est au niveau des tombeaux des rois. Pourquoi? Parce que il y a eu des articles comme quoi on avait trouvé le tombeau de Cléopâtre. Et il y a beaucoup de personnes qui m'en ont parlé. Et comme moi, je n'avais aucune référence parce que Cléopâtre n'est pas du tout ma période, enfin, on n'est pas du tout mon thème dans quoi je suis vraiment spécialiste. Mais je trouvais ça assez intéressant de savoir de quoi on parle, surtout dans les réseaux sociaux où il y a quand même pas mal de comment dire, de fausses informations. Donc, je voulais vraiment savoir si c'était vrai, si on avait vraiment trouvé le tombeau de Cléopâtre et de quoi on parlait. Et donc, du coup, c'est une mise au point de ce qui a pu être découvert, etc., sur Cléopâtre. Et en fait, quand je me suis lancée là-dessus, je pensais qu'on allait avoir énormément d'informations. Et c'est tellement nouveau, cette découverte, qu'en fait, il n'y a pas beaucoup d'informations. Donc, ça va pas être une conférence qui va être très longue parce que malheureusement, en fait, Cléopâtre reste quand même dans l'imaginaire. Elle est très peu réelle. Elle a existé. Il y a des preuves archéologiques. Mais en fait, les preuves archéologiques qu'on a, elles sont pas aussi nombreuses qu'on pense en avoir. Et elles sont pas aussi, comment dire, enfin, elles sont pas énormément publiées. On reste quand même dans du mystère un peu. Donc c'est très intéressant et donc j'ai essayé de recouper un peu toutes les informations archéologiques que j'ai eues dessus. Mais du coup, ce qui est bien, c'est que pour ceux qui ont suivi les conférences, justement, surtout sur les manuscrits de la mer Morte, c'est qu'on va parler aussi d'Alexandrie et on va parler en fait de l'Égypte ptolémaïque. Désolée pour ma dyslexie. Et donc, du coup, c'est très intéressant cette période-là parce que, en fait, il y a énormément de choses qui se passent du point de vue des partages de connaissances par rapport à une population qui est assez cosmopolite. Et c'est très intéressant parce que dans une prochaine conférence, on va parler des Juifs qui ont été trouvés à Éléphantine. Et donc tout ça va amener quand même à des recherches et on va essayer de voir au fur et à mesure, voilà, en fait, qu'est-ce que c'était cette période-là et pourquoi elle est aussi enrichissante. Donc, donc voilà. Alors, Cléopâtre, en fait, elle a toute une biographie à elle, mais en fait, cette biographie, elle est plus ou moins connue par les historiens, donc c'est souvent Strabon qui en a parlé. Mais en fait, elle est vraiment, c'est un personnage un peu de la culture populaire, un peu folklorique, on va dire. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'elle est née en 60 avant notre ère et qu'elle va mourir en 30 avant notre ère. Donc, l'histoire qu'on retient le plus, c'est l'histoire d'amour qu'elle va avoir avec César et l'histoire qu'elle va avoir avec Marc-Antoine. Et en fait, c'est une femme qui va avoir une histoire qui est liée complètement, en fait, aux derniers instants de la période de la période de Ptolémée. Et en fait, ça va être quand même assez chaotique parce que elle va monter au trône à 18 ans, elle va être co-régente avec son frère, il va y avoir un conflit avec son frère qui est Ptolémée le 13, elle va devoir s'exiler, elle va rencontrer Jules César à Alexandrie, mais elle retrouve le pouvoir. En fait, pendant ces temps-là, elle va être à Rome, elle va essayer de récupérer son pouvoir au fur et à mesure. Il va y avoir la naissance de Césarion, qui va être le fils de Cléopâtre et de César, et après, elle va essayer de faire un séjour à Rome. Ensuite, il va y avoir l'assassinat de César et en fait, elle va retourner en Égypte. Et elle va être vraiment que sur sa survie, en fait. Elle va rencontrer Marc-Antoine à Tars. Il va y avoir une alliance politique et amoureuse. Et comme nous connaissons le destin tragique de cette femme, où on sait que Marc-Antoine va mourir face à Octave. Et en fait, on sait que elle va s'empoisonner. Donc ça a donné lieu à énormément de films, on a Astérix et Obélix, enfin c'est une femme qu'on connaît sans connaître. Et en fait, quand j'ai regardé un peu les sources historiques et aussi l'archéologie, ce qui est assez marrant, c'est que les sources antiques ou même l'idée qu'on a d'elle un peu dramatique,
finalement, cette femme, elle avait quand même un côté assez dramatique et assez, enfin oui, dramatique, voilà, assez intéressant. Et justement, elle s'appellera l'épouse d'Osiris. Le dieu d'Osiris, c'est quand même l'histoire d'un homme mort, en fait, et elle se dira Isis. Donc, c'est très intéressant comment cette femme, elle a bâti son identité à travers, en fait, presque une fatalité qui est la mort. Voilà. Donc moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai décidé de reconstruire un peu la vie de Cléopâtre en fonction de ce que j'avais trouvé sur l'archéologie. Donc il faut savoir que Cléopâtre, elle est née à Alexandrie. Donc Alexandrie, en Égypte ptolémaïque, en fait, c'est un monde qui est entre deux civilisations. C'est-à-dire que là, vous avez une carte d'Alexandrie. Donc Alexandrie se situe à côté du delta d'Égypte. C'est un endroit, en fait, qui va être construit euh, en 332. Et en fait, l'Égypte, elle va devenir un royaume hellénistique grec et où sa langue va être essentiellement grecque et en fait, la langue populaire va être l'égyptien. Donc là, je vous ai mis un traité dans la langue grecque. Je vous ai mis aussi Ptolémée X, le père de Cléopâtre, et je vous ai mis aussi les pièces qui vont être les pièces qui vont être vraiment avec l'aigle, le symbole de l'Empire ptolémaïque. Donc, c'est un monde de métissage. Donc, on parle grec à la cour, on prie Isis dans les temples, on lit Homère dans les bibliothèques et on momifie les morts selon les traditions ancestrales. Alexandrie va devenir la capitale du royaume et incarne cette fusion. Ville neuve, conçue comme un joyau méditerranéen, elle abrite la célèbre bibliothèque. Il y a un musée, il y a un centre de recherche antique, il y a un phare qui va faire partie des 7 merveilles du monde. Et en fait, ce qui va être assez intéressant, c'est que moi, je vais vous montrer les recherches qui ont été faites sur Alexandrie. Et il y a un monsieur qui a fait en fait des recherches qui a réussi plus ou moins, en s'inspirant de ce qui a été découvert, de refaire entièrement les plans en 3D d'Alexandrie. Ça, c'est très intéressant parce qu'on peut voir dans quoi Cléopâtre a vécu et comment était l'Égypte, enfin en tout cas Alexandrie à cette époque-là. Ça va, vous me suivez tous? Tout se passe bien? Ok, Léna, elle est à fond. Sylvie, ça va? Ah, le pointeur, ouais, j'oublie. Je l'ai pas mis encore. Ok. Alors, il y a quelqu'un qui veut participer. Donc, ce que je vais faire, c'est que, je suis désolée, quand il y a quelqu'un qui veut participer, en fait, ça se lance pas correctement. Donc voilà, il y a Dan qui fait arrêter le partage et recommencer le partage. Je suis obligée de faire ça, parce que comme ça, voilà, je vous vois. Et c'est moins perturbant. Voilà. Donc là, vous avez en fait la fouille d'Alexandrie. Et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est pour vous montrer en fait ce qui a été découvert, ce qui est submergé, et ce qui n'est pas submergé. En fait, vous avez, là, je vais mettre le pointeur. Vous avez, vous voyez le pointeur ou pas? Voilà. Vous avez à gauche en fait la ville d'Alexandrie telle qu'elle est prise en fait de nos jours. Et ensuite, vous avez du coup la baie. Et en jaune, vous avez tout ce qui a été submergé en fait. Donc, toute cette partie-là. Donc, ce qui a été submergé, ce que vous entendez quand on vous parle d'archéologie subaquatique, en fait, c'est le phare, c'est la partie du théâtre, c'est toute cette partie-là qu'on va voir qui est en fait très intéressante. Je n'en avais jamais entendu parler jusqu'à ce que je fasse cette conférence, en effet. Et la partie aussi du théâtre et du muséum. Donc, ça va être tout ça qui va être mangé, en fait, et qu'on n'a pas accès.
Donc là, je vous le refais. En fait, c'est toute cette partie-là qu'on voit là, plus ou moins. Et en fait, une partie de tout ça qui va être mangée par la mer. OK? Donc les fouilles. En fait, il y a le quartier général qui va être submergé. Ça va être le quartier qui s'appelle Anti-Rhodos. Et qu'est-ce que c'est Anti-Rhodos? En fait, ça va être en fait la nouvelle vie. C'est fou comment l'histoire se répète. En fait, c'est la nouvelle ville de Rhodes. En fait, ils veulent faire Rhodes, la ville de Rhodes, Rhodes, qui était une ville grecque très importante à cette époque. En fait, ils veulent en faire une qui est meilleure. C'est assez intéressant parce que ça me fait penser un peu à Paris, à la Las Vegas avec Paris ou à Dubaï avec Global Village. C'est-à-dire qu'on reprend en fait des noms des villes et on les améliore pour en faire des meilleures villes. Bah là, c'était un peu l'idée, c'est-à-dire que on va créer une nouvelle ville qui s'appelle la ville d'Alexandrie et on va créer des nouveaux bâtiments encore mieux que ceux qu'on trouve en Grèce, mais en Égypte en fait. Donc là, vous avez en fait tout le quartier d'Antirodos, qui est un quartier, donc ça c'est le travail qui a été fait par un chercheur pour pouvoir le plus actualiser comment Alexandrie pour essayer de le comprendre à travers les fouilles archéologiques. Donc c'est tout un quartier comme ça qui a été englouti. Et en fait, ça c'est la vue du quartier qu'on pouvait voir si on était sur les rives d'Alexandrie. Donc ça c'est ce qui a été découvert. Ça c'est les traces des objets qui ont été trouvés dans cette fouille-là. Donc, juste pour vous repérer, en fait, on est par là. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des prospections sous-marines qui ont été menées depuis les années 1990 et qui ont permis d'identifier les vestiges d'un complexe palatial comprenant des fondations de palais, des ports monumentaux. Il y a trois ports royaux, des quais, des moles, des statues royales colossales de style pharaonique, des temples associés à Isis et aux souverains. La reconstruction fondée sur Strabon, puisque c'est Strabon qui va énormément aider, et sur les découvertes de Franck Gaudiot, qui est celui qui va faire les fouilles archéologiques sous l'eau, montre un paysage urbain où le pouvoir s'inscrit littéralement dans la mer. Antirodos forme une île-palais prolongée par des jetées, des entrepôts royaux et des sanctuaires. Strabon décrit ces basilia, donc les palais, donc, que vous avez ici et ici, comme un quart, voire un tiers de la ville, et en formant un ensemble contenu depuis le promontoire de l'Ocha, donc là c'est ce que vous voyez ici, jusqu'au port intérieur. C'est dans ce secteur que se situe le temple d'Isis qu'on va trouver qui est ici. Les accès entre le palais et le théâtre, donc ça vous allez avoir d'autres images, etc. Et vous avez aussi des statues qu'on a retrouvées, parfois brisées, parfois intactes. Ça dépend de la politique ptolémaïque. Alors, il faut savoir que moi, au niveau des découvertes archéologiques sous l'eau, même dans les publications scientifiques, j'ai quasiment rien trouvé. C'est encore assez caché. Alors, je sais pas pourquoi. Je pense qu'ils, souvent, quand ils font ça, c'est parce qu'ils vont publier, en fait, un gros volume. Donc, il faut attendre en fait la publication finale de cette fouille, en sachant que elle a 30 ans la fouille, donc je sais pas quand est-ce qu'ils vont oser publier, ou en fait ils vont faire un musée marin sous l'eau, et peut-être que là ils vont faire un catalogue. Mais en tout cas, il y a très peu de publications. Enfin, de ce que j'ai vu, il y a vraiment aucune publication et il y a aucune photo qui peut illustrer ce qui s'est, enfin les objets et même les objets que j'ai trouvés n'étaient pas du tout, comment dire, ils n'étaient pas du tout connectés. On ne sait pas ce que c'est. Donc, du coup, j'ai vraiment dû chercher pour pouvoir trouver. Donc, c'est un quartier, c'est exactement le quartier où vivait Cléopâtre. Donc, c'est assez intéressant et on va voir d'autres parties du palais. Donc, par exemple, là, on a trouvé le palais d'Isis. Donc, il faut savoir que la famille Ptolémée
ils aimaient en fait profondément Isis, ils y étaient vraiment profondément attachés. Et ça, en fait, c'est ce qui a été retrouvé d'une illustration de pierre de la porte du palais. Et c'est ce que cette personne-là a trouvé. Ce qu'on a trouvé archéologiquement parlant, mais que je peux pas vous montrer parce que je n'ai aucune photo, c'est qu'ils ont trouvé des colonnes de granit rouge qui étaient sous l'eau. Et j'ai même pas su si c'était vraiment submergé ou pas. Donc à l'extrême sud-ouest de la branche principale du site, les archéologues ont mis au jour une accumulation d'environ 50 fûts de colonnes en granit rouge. Leur diamètre varie entre 95 et 110 cm, donc 1,10 m. Il a été observé que ces colonnes se sont brisées au moment de leur chute. Dans cette même zone, deux sphinx ont été découverts, dont l'un a pu être identifié comme représentant Ptolémée XII, le père de Cléopâtre. On y a également retrouvé une statue en granit grec figurant un prêtre d'Isis. L'ensemble de ces éléments conduit les chercheurs à conclure qu'un petit temple dédié à Isis se dressait autrefois à cet emplacement. Ce passage est particulièrement fort pour le propos. Il relie directement Cléopâtre à un espace sacré immergé. Donc voilà, donc là vous avez le granit rouge qui est là. Et là, c'est les traces de la porte en fait. Donc il faut imaginer Cléopâtre vivre là-dedans. Donc là, on a la partie d'Antirodos. Là, c'était notre petit temple d'Isis, tout petit, tout petit. Et là, en fait, il va y en avoir un deuxième qui est ici. Et là, en fait, ce qu'il faut vous dire, c'est que il y avait un palais là, il y avait un palais là, et en fait, tout est construit par rapport au palais. Et ça, je savais pas. Tout est construit en fait en fonction des palais qui ont été découverts. Et en fait, Alexandrie est vraiment construite comme ça, en fait. Alors, ce qui a été trouvé, ce que j'ai pu découvrir, c'est que si vous avez, en fait, sur ce plan, vous avez en fait la fortification de mer et en fait, ça s'appelle breakwater. En fait, c'est des fortifications pour que la mer ne rentre pas, en fait, pour submerger Alexandrie. Et en fait, c'est ce qu'on a trouvé. Ce sont ces énormes colonnes qui étaient construits en, en béton, qui était un béton très important. Il faut savoir que comment ça a été construit, ça va être aussi quelque chose qui va être répété à Césarée, à Jérusalem, en Israël. L'autre chose qu'on a découvert submergée à cette époque-là, en fait, c'est un bateau du Nil. Et ce qui est très intéressant, c'est que en fait, il se baladait comment ils se baladaient sur le Nil avec en fait, ils avaient carrément construit des palais sur les Nils. Donc ça, c'est les traces d'un vestige d'une de ces bateaux. Donc là, vous avez la reconstitution photogrammétrique du bateau. Et en fait, c'est comme ça que ça devait ressembler. Donc c'est très très grand. Ça fait 10 mètres de long. Et en fait, c'était un immense palais où on pouvait manger et se balader et regarder en fait la vue du Nil et se balader de palais en palais en fait. Ça va? Des pouces en l'air? Si ça va pour tout. Ok, top.
Ensuite, dans la reconstitution que cette personne elle a fait, moi j'ai trouvé ça extraordinaire. On avance un peu plus sur Alexandrie et en fait là on a la reconstruction d'une partie d'Alexandrie. Donc il y a plusieurs colonnes. Alors il faut savoir que là, par exemple, pour ceux qui ont suivi les manuscrits de la Mer Morte, en fait, c'était là où étaient situés 72 traducteurs qui venaient de Jérusalem. Il faut savoir qu'à cette époque-là, en fait, la bibliothèque va être énormément utilisée. Ça va être un endroit un peu, c'est assez intéressant parce que si on fait des rapprochements, ça va être un endroit en fait où ils vont vouloir tout collecter. Malheureusement, la bibliothèque, elle va être détruite par César quand il va vouloir reconquérir l'Égypte, il va la détruire. Mais en fait, il traduisait énormément de livres, dont la Torah qui va être traduite en grec. Et il y avait énormément de traductions et donc il y avait 72 traducteurs de Jérusalem. Donc ça, c'est très intéressant. Donc le niveau 10 que vous voyez ici, c'est un endroit où s'ils faisaient les audiences et les banquets royaux, qui étaient en fait des endroits assez populaires. C'était assez grand. Ça faisait à peu près 30 mètres à 40 mètres de large. C'était vraiment très grand. Et les murs étaient faits de marbre. Il y avait aussi, en fait, c'était d'albâtre, voilà, d'albâtre. Et il y avait aussi l'utilisation comment on dit en français, de carapaces de tortue qui étaient utilisées, etc. Et c'était un lieu social. Ensuite, le numéro 11, c'était une cour qui amenait, en fait, on avait le palais qui était là, donc on traversait le jardin pour aller dans cet espace, cet large espace, et ensuite il y avait la cour. Et cette cour, en fait, elle servait de semi-palais pour les gens et les invités, en fait, ici. En sachant qu'on avait les traducteurs là. Ensuite, le numéro 12, c'est le Palace Mangate, donc c'est la porte principale du palais. C'est quand Ptolémée V a décidé de persécuter les Juifs, encore un, et il a érigé un pilier où en fait il avait marqué Maccabée 3. Donc ça, c'était les Juifs qui étaient révoltés. Et il avait écrit en fait le nombre de gens qu'il avait tués. Ensuite, vous avez l'endroit 14 qui est le palais intérieur. Donc là, pareil, c'est un endroit aussi de place publique et à la fois semi-privé. Et en fait, qui amène directement par là au niveau du port, en fait, avec les péristyles au niveau du port. Ensuite, on a le 15 qui est là, qui est en fait qui était privé aussi et qui est en fait un endroit assez spécial qui en fait sont des jardins où il y a des pavillons, il y a des piscines, il y a des promenades. Donc c'était vraiment, en fait, c'est quasiment Versailles, hein, leur truc. Et c'était assez grand. Alors j'ai pas les mesures pour tout, malheureusement. Donc quand j'ai les mesures, je vous l'ai dit, et quand j'ai pas les mesures, j'ai pas les mesures, quoi. C'est vraiment dommage, mais c'est ce que je vous ai dit, c'est-à-dire qu'il y a très peu d'informations sur comment Alexandrie était construite. C'est basé vraiment sur des hypothèses et ce qu'on suppose que c'est et sur les fouilles archéologiques, mais comme il n'y a pas eu énormément de publications, du coup, on fait avec ce qu'on a et on s'inspire de ce qu'il y a en fait. Moi, je me suis vraiment inspirée sur le travail de cette personne. Je vous enverrai je vous enverrai les documents. Donc là, vous avez au numéro 16, vous avez le corridor de Syrinx, qui est en fait un endroit où se baladaient les rois, mais aussi il y avait en fait des endroits, enfin il y avait des théâtres là-bas, enfin se jouait la musique
Et les théâtres, et en fait, donnaient accès directement au grand amphithéâtre là. C'est le numéro 19 qu'on va parler. Niveau 17, vous aviez la Palastra, donc c'était aussi encore un endroit royal privé où les gens pouvaient se balader aussi avec un péristyle et une cour intérieure. Vous aviez un canal qui avait été construit, donc c'est le numéro 18 qui est complètement artificiel, qui a été construit et on pouvait peut-être y nager ou on suppose que c'était aussi un endroit de compétition de piscine en fait. Et donc le 19, en fait, on a un autre palais qui est là, qui est attaché au théâtre. Et donc on a César Debello de Silly 3 qui dit que dans ce quartier de la ville, donc à cet endroit-là, c'était là où César a logé quand il est arrivé à sa première arrivée. Et sa maison était collée au théâtre et pas très loin du port, donc les gens supposent que c'est ici. Et il a trouvé ça juste magnifique en fait. Après, le numéro 20, c'est un autre palais qui est, euh, qui est connecté à la rue principale qui est là, enfin à la cour principale qui donne accès au théâtre. Oh, pardon. Et ensuite, ce qu'ils disent, c'est que c'était un endroit en fait où Strabon disait qu'il y avait énormément de musiciens et que c'était un endroit aussi public, semi-privé, où les gens en fait s'installaient pour discuter et c'était très connecté au port. Ensuite, donc là, vous avez le musée et la librairie. Donc, il faut savoir que ça a été construit en 295 par Ptolémée Ier. Et en fait, l'objectif, c'était de réunir les plus grands scientifiques du monde dans cet espace-là. Alors moi, ça me fait énormément penser à, en fait, parce que je travaille là-bas un peu, à Abu Dhabi. À Abu Dhabi, en fait, on a la réunion dans une île de toute la sphère culturelle, en fait. Parce que ici, vous avez, si je me trompe pas, vous avez la librairie, non, vous avez le musée, vous avez la librairie, et là, vous avez en fait les jardins botaniques. Et c'est assez intéressant parce qu'ils les ont vraiment regroupés en un seul bloc, en sachant il y a des gens qui vont, enfin, que la bibliothèque va brûler. Mais vous savez, c'est à côté des ports. Et en fait, on a exactement le même cas de figure à Abu Dhabi, où vous avez le musée du Louvre d'Abu Dhabi, vous avez le musée Guggenheim qui va ouvrir l'un des plus grands Guggenheim d'art contemporain. Vous avez le musée le plus grand de l'histoire naturelle, des musées d'histoire naturelle. Vous avez le plus grand musée des Émirats, Zayed Museum, et tout est. Vous avez l'auditorium, vous avez le théâtre, enfin tout est regroupé dans un seul endroit qui est exactement, on va dire, sur une île, qui n'est pas artificielle, mais c'est sur une île, et c'est exactement les mêmes choses, quoi. Donc c'est assez intéressant de voir ça. Il va en fait donc il va amener tous les scribes du monde entier, les meilleurs scribes du monde entier. Ils vont amener tous les scientifiques du monde entier. Et parce qu'ils voulaient vraiment avoir l'histoire de toute l'humanité réunie à Alexandrie. Malheureusement, en fait, en 48 avant notre ère, il y a 40 000 scrolls qui vont être brûlés par Jules César qui va attaquer la cité. Et en fait, comment est documentée l'attaque de Jules César va permettre la documentation et la location en fait de la bibliothèque qui est là, pardon, excusez-moi. Et ce qui est assez intéressant, c'est que
cet événement en fait va aussi amener aussi à ce que le musée aussi brûle. Et ce qui est terrible, c'est que en fait, on va pas pouvoir reconnecter l'ensemble. Enfin, ils vont pas pouvoir reconstruire à l'intégralité l'ensemble de ces bâtiments. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que comment attendez, c'est que dans le jardin en fait botanique, vous aviez des animaux. Donc à peu près des représentations d'animaux enfin des animaux du monde. Et en fait, le premier zoo. Voilà, donc ça c'est assez cool, j'ai trouvé. En sachant que tout ça c'était pas dédié aux gens comme nous maintenant, à la population modeste. C'est tout ça était dédié aux plus riches en fait. Donc voilà, donc c'est très intéressant. Ensuite, on va parler du quotidien de Cléopâtre. Donc, comme on n'en a pas, il n'y a pas énormément d'objets enfin, il y a beaucoup d'objets qui ont été découverts de la période ptolémaïque, mais qui sont liés à Cléopâtre, pas du tout. Donc, moi, je vous ai mis quelques objets qu'on retrouve pile poil de cette période. Donc, on a le vase d'albâtre qui a été utilisé pour des soins de beauté. C'est des tout petits vases comme ça. L'albâtre, c'est une pierre en fait qui est creusée, donc c'est extrêmement finement bien fait. Vous aviez la palette de maquillage qui a été aussi découverte, où on maquillait les yeux. Et ça, c'est les styles de collier que pouvait avoir Cléopâtre à la période ptolémaïque. Donc ça aussi, c'est très intéressant. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est que on a longtemps pensé que le tombeau de Cléopâtre, en fait, était à Alexandrie. Et oula, comment ça, vous voyez depuis longtemps? Vous voyez depuis longtemps mon truc? Arrêtez le partage. Depuis le début. Depuis le début? Pourtant, ça ne me le montrait pas tout à l'heure. Là, vous le voyez encore? Ah oui. Oui, oui. Bon, heureusement que je l'utilise pas, hein. Attends. Partage. Mince. Ok. Et là, vous le voyez? Non, là, vous le voyez plus. Non, là, c'est bon. Ouais, ça c'est un bug du truc parce que normalement vous n'êtes pas censé voir et normalement je le vois, vous ne voyez pas. Moi je voyais pas, vous voyez. Là vous voyez plus. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Donc du coup, ce que je voulais dire, c'est que on a longtemps pensé que le tombeau était à Alexandrie et en fait on pensait qu'il était au niveau du palais. Donc, je vais vous remettre le palais là, celui-là. Et en fait, ils se sont éloignés de plus en plus à cette idée parce que déjà de un, ils n'ont pas trouvé et de Dieu, en fait, il y a pas lieu de mettre en fait une sépulture dans cet endroit-là. La dynamique est pas assez bonne. Les sépultures qu'ils ont, c'est plus des sépultures un peu plus récentes que Cléopâtre. Donc du coup, ils se sont rapprochés d'un site qui est le site de Taposiris Mania, qui est juste à côté en fait d'Alexandrie. Et c'est là en fait où on va se poser la question du tombeau de Cléopâtre en fait. Donc il est situé à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest d'Alexandrie et il désigne une ville et un temple d'Égypte antique qui a été bâti par le pharaon Ptolémée II entre 280 et 270 avant notre ère. Il s'agit, selon Plutarque, du temple qui désigne la tombe le tombeau d'Osiris. Alors là, vous avez en fait le phare.
parce que ça reste quand même des endroits où il y avait de l'eau. Alors, il y a des endroits où il y a plus d'eau et il y a des endroits où il y a moins d'eau. Alors, ça dépend en fait des endroits où on se trouve. Ça, c'est des géo-archéologues qui font ça pour savoir. Mais en tout cas, il y avait de l'eau ici. Et ici, vous avez en fait le temple d'Osiris et c'est là où vont se concentrer les fouilles. En effet, pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé d'intéressantes sépultures dont certains suggèrent qu'il y a celle de Cléopâtre et de Marc-Antoine. En fait, il va y avoir une campagne, ça se met et ça se met pas. Il va y avoir une campagne, voilà. Il va y avoir une campagne en 2002 sur les premiers archéologues qui ont travaillé. Et en fait, cette campagne, ils vont trouver énormément de tombes, dont 27 tombes, dont 20 sont en forme de sarcophage voûté et partiellement souterrain. Et les 7 autres sont des simples chambres funéraires accessibles par des marches. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que la découverte en fait de cette nécropole, c'est que elle a un statut, on a l'impression de comment les morts sont faits. Donc il y a pareil, très peu de publications, très peu de photos, c'est très discret. Et je pense que c'est parce que l'Égypte aussi, elle est victime de son succès par rapport au pillage, donc il publie très peu, et si ce n'est que des gros ouvrages. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que ce qu'ils ont trouvé en nombre de sépultures leur font penser qu'il s'agit en fait d'un statut royal de, de, de personnes très importantes qui sont enterrées au niveau du temple. L'orientation en fait des morts indique en fait que ça date de la période gréco-romaine. Donc je vous ai trouvé quelques statues qui montrent. Et en fait, ils ont trouvé des objets qui peuvent leur faire penser qu'on a affaire vraiment clairement, en tout cas, à Cléopâtre. Donc là, vous avez l'entrée du temple. Donc c'est un temple aussi où s'est installée une église qu'on a là, en fait. Et donc, de ce que j'ai compris, c'est que alors, ce que j'ai compris et ce que j'ai pas compris, c'est que je ne sais pas où se trouvent les sépultures. Je ne sais pas si elles sont à l'intérieur du temple, ce qui me paraît un peu bizarre, ou à l'extérieur du temple. Ça, je n'arrive pas à comprendre. Par contre, ce qu'ils ont trouvé, c'est que ils ont trouvé en fait des statuettes que vous avez là à figure en fait complètement grecque d'hommes et de femmes en fait. Donc, je vous laisse regarder. Et en fait, en 2010, l'équipe découvre une statue géante décapitée en granit représentant un roi ptolémaique ainsi que la porte d'origine d'un temple dédié au statut d'Osiris. Donc on ne sait pas où c'est, donc je peux rien vous montrer. La statue est une figure traditionnelle de pharaon égyptien antique avec un collier et son pagne, donc j'ai pas trouvé. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils vont aussi trouver ils vont trouver d'autres statues, dont celle-là, qui désigne quand même comme celle de Cléopâtre, parce qu'elle ressemble énormément en fait aux pièces qu'ils ont trouvées juste à côté, qui est en fait les pièces de Cléopâtre. Donc là, vous avez l'aigle, c'est pour ça que je vous ai mis les pièces en premier. Vous avez l'aigle que je vous ai expliqué, qui est le symbole des Ptolémées. Et là, en fait, vous avez le visage de Cléopâtre, en fait. Et donc, eux, les chercheurs supposent que cette petite statuette, donc ils en ont trouvé d'autres, elles sont décapitées. Donc c'est ça qui pose un peu problème, c'est quand même qu'elles sont un peu légèrement décapitées. Et ça, c'est les pièces qui ont été trouvées, donc c'est assez cool. Donc, ils ont trouvé 22 pièces de monnaie à son effigie et la statue, les pièces représentent une grande beauté qui contredisent en fait l'idée parce qu'il y a en fait dans la culture de Cléopâtre, on dit elle était pas très jolie et en fait ce qui montre en tout cas les chercheurs pensent qu'au niveau du visage etc. en fait elle était très belle et que c'est pour ça que les rois, les empereurs etc. ont succombé à son
son amour. Aussi, pourquoi c'était important de savoir à quoi elle ressemblait, c'est parce que il y avait aussi une culture qui disait, enfin une tradition qui disait qu'elle était de descendance africaine, donc elle avait les lèvres assez africains, etc. Et en fait, les découvertes montrent qu'elle a une statue, enfin en tout cas un visage assez grec, ce qui expliquerait ses origines, etc. Donc ça aussi, c'est assez intéressant comme débat, mais comme je vous ai expliqué, j'ai pas énormément d'informations sur la question. Donc là, vous avez aussi encore d'autres découvertes. Donc en 2012, on constate que ça a été un peu détérioré et en fait, en 2015, on va trouver 16 nouveaux non, c'est en 2020, on va trouver en fait 16 tombeaux rupestres ou avec plusieurs momies en mauvais état. Et en fait, ce qui est assez incroyable, ce qu'ils ont trouvé, c'est des masques sur les corps. Donc là, vous avez un masque d'une femme sur un corps entier, c'est des masques en terre cuite. Et donc, du coup, en fait, toutes ces évidences, parce qu'ils ont trouvé encore des pièces de monnaie, ils trouvent énormément de masques, ils se posent vraiment la question s'ils ne sont pas en train de vraiment de découvrir la tombe de Cléopâtre. Ils ont trouvé, donc, ce qui peut nous permettre de dire ça, c'est qu'en plus des momies, ils ont trouvé des masques funéraires féminins et un diadème d'or et 8 masques de marbre finement sculptés. Ils ont trouvé aussi des couches de toile de lin encollées, stuquées et peintes qui l'enveloppaient et ornées de dorures à l'effigie des Eurydice. Donc, ils sont vraiment en train de vraiment trouver une figure royale. Et c'est ça qui nous fait penser aussi que ça peut être Cléopâtre. Donc c'est assez intéressant. Donc ça, c'est les nouvelles de la recherche. Il y a eu un documentaire qui est sorti en 2015 qui s'appelle Cléopâtre Lost Tomb. Donc si vous voulez le voir, qui a été publié au Royaume-Uni. Et donc voilà, c'est tout ce que j'ai en information sur Cléopâtre. Donc on va pouvoir se poser des questions sur ce qui s'est passé, etc. Est-ce que vous avez... Merci, Merci, au bonne revoir. soirée. Bravo, Au bravo. revoir. Merci beaucoup. Au revoir.